Buonasera, benvenuti, bentornati a coloro che seguono regolarmente le nostre conferenze. Questa sera siamo alla seconda tappa del viaggio che ci propone il professor Keppel, intitolato appunto Uscire dal caos, che il titolo, come sapete, è ispirato dal suo ultimo libro che vedete qui e che, se desiderate, il professore può anche firmarvi. E questa sera il professore parlerà appunto in questa seconda dimensione il titolo della conferenza è Le baril et le Coran, il barile e il Corano, proprio per mettere in relazione quelli che sono gli elementi della economia del petrolio e del processo anche di islamizzazione del politico nella regione del Medio Oriente Mediterraneo. Sul sito della Middle East Mediterranean Free Thinking Platform a breve saranno a disposizione i video delle conferenze scorse, quindi non solo quelle del professor Keppel ma anche degli altri ospiti e gli altri invitati, quindi se volete, se vi siete persi una puntata di questo percorso, potete andare a recuperare il video e potete vederlo. Non mi resta che lasciare la parola a Gilles Keppel, che ringrazio ancora una volta di essere qui questa sera. Grazie mille Fede, grazie a tutte e tutti per essere presenti stasera, ma parlerò francese. Donc merci beaucoup d'être présent ce soir de nouveau pour cet deuxième épisode, d'une certaine manière, de ce roman de l'islamisme contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène tout à fait étonnant qui s'est produit entre 1973 et la survenue des révolutions arabes ou des soulèvements arabes en 2011, où on a vu cet ordre ancien issu des indépendances, avec les États nationalistes que certains ou certaines d'entre vous se rappellent dans leur jeunesse, le nasserisme, le baasisme, etc., le bourguibisme, être remis en cause assez fortement par le développement de l'islam politique. Un phénomène que on croyait avoir disparu et qui surgit soudainement à l'occasion de la guerre d'octobre 1973. Et ce phénomène va se répandre graduellement dans toute la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, mais aussi en Europe aujourd'hui, comme l'ont montré les derniers épisodes djihadistes en France. Il y a encore 2 jours, un détenu radicalisé qui recevait sa femme couverte d'un niqab au parloir familial d'une prison de haute sécurité dans la Sarthe, a agressé au couteau 2 surveillants en criant Allahu Akbar et en exprimant sa solidarité avec un djihadiste qui avait tué un certain nombre de personnes au marché de Noël à Strasbourg au mois de décembre. Donc ce phénomène qui apparaît complètement ahurissant, imaginez que des gens soient réveillés d'un long coma après 40 ans et arrivent en Europe aujourd'hui, c'est des nouvelles comme celle-ci seraient complètement incompréhensibles. Pour arriver à les comprendre, par-delà ce qu'on peut voir dans les médias, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, plus encore, eh bien, il faut les remettre en contexte. Et c'est cette remise en contexte donc, que je vais essayer de faire avec vous ce soir. Alors, la dernière fois, on avait parlé de la façon dont 1973 avait...
d'une certaine manière, promu cette réislamisation de l'ordre politique avec la guerre d'octobre, avec la victoire finalement des pétromonarchies, de l'Arabie saoudite notamment, qui, en mettant l'embargo sur les livraisons de pétrole à destination des pays qui soutenaient Israël ou qui étaient accusés de soutenir Israël, avait acquis un extraordinaire pouvoir financier et politique dans la région, au détriment des pays nationalistes traditionnels, l'Égypte, la Syrie, etc., et avaient utilisé leur immense richesse pétrolière aussi pour propager une idéologie islamique d'obéissance ou de soumission aux objectifs des pétromonarchies de la région. Et cette phase s'est poursuivie à peu près jusqu'à l'année 1979. Cette année 1979, c'est véritablement l'année charnière qui va montrer comment, à l'intérieur de cet nouvel espace réislamisé de la région, va se dérouler une lutte terrible pour l'hégémonie, pour la domination, puisque au pôle saoudien, wahhabite ou salafiste, comme on veut l'appeler, conservateur et dans l'ordre global du monde plutôt aligné sur les intérêts des États-Unis, ou en tout cas en négociation permanente avec eux, à ce pôle donc va s'opposer un autre qui naît à ce moment-là, qui est un pôle chiite révolutionnaire et qui est basé à Téhéran, en Iran, sous la houlette de l'ayatollah Khomeini et de la révolution islamique qui démarre cette année-là. Donc c'est un phénomène particulièrement important à comprendre parce que ce clivage à l'intérieur du monde musulman, cet affrontement pour contrôler le sens de l'islam politique, c'est quelque chose d'une certaine manière qui va durer jusqu'à nos jours. Et dans la guerre civile syrienne, par exemple, dont vous savez que l'un des derniers épisodes se joue en ces heures précises avec la réduction de l'ultime bastion de Daesh ou de l'État islamique dans la bourgade de Barouz à l'extrême est de la Syrie, tout près de la frontière irakienne. C'est encore, d'une certaine manière, un affrontement entre un pôle dirigé par Téhéran et qui s'appuie jusqu'à un certain point sur Bagdad, où la majorité chiite est au pouvoir, sur Damas, où le président Bachar el-Assad est allié à l'Iran, sur une partie du sud du Liban, qui s'affrontent à un pôle sunnite avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et les principaux États du Golfe notamment. Donc, même pour arriver à analyser ce qui se passe aujourd'hui, il est important de bien voir comment, sur la base de cette réislamisation de l'ordre politique qui a commencé en 1973, le grand conflit qui apparaît en 1979, finalement, n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Il a pris d'autres formes, d'autres dimensions, mais c'est là que c'est vraiment la ligne de partage des eaux, c'est cette année 1979. Et évidemment, ses conséquences. Alors, cette année 1979 commence par le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini. Il était réfugié dans la banlieue parisienne, à Naufle-le-Château, et
il a au fond tiré parti d'un mouvement révolutionnaire contre l'autoritarisme du Shah d'Iran, dont ni lui ni les autres religieux n'étaient à l'initiative. Et ça, d'une certaine manière, ça nous fait un peu penser à ce qui s'est passé avec les fameux soulèvements arabes ou les printemps arabes. Au départ, ce n'était pas du tout des religieux qui ont démarré, que ce soit en Égypte, en Tunisie, en Libye ou ailleurs. Et on a vu comment les frères musulmans d'un côté, les djihadistes de l'autre, sunnites et chiites, finalement, avaient réussi à tirer parti de la déstabilisation des systèmes autoritaires pour pousser leur propre agenda. En Iran, c'était un peu d'une certaine manière le premier mouvement qui allait évoluer de cette façon. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a tout un mouvement de contestation assez vaste qui se développe en Algérie contre le 5e mandat du président Bouteflika. On voit, comme d'habitude, une jeunesse estudiantine, moderne, dans la rue, qui manifeste pour la démocratie. D'une certaine façon, on avait déjà vu ça en 1988-89 en Algérie, des manifestations pour la démocratie qui, malheureusement, avaient abouti quelques années plus tard à une guerre civile qui a fait entre 100 000 et 150 000 morts, dont on va d'ailleurs reparler tout à l'heure. Donc, on est dans un cycle où on peut se demander dans quelle mesure, d'une certaine façon, il y aurait, je ne veux pas dire une malédiction dans la région, mais la question se pose de savoir si, justement, à l'exception de la Tunisie, qui a réussi à mettre en place des institutions démocratiques, si les États de la région, les sociétés de la région disposent de la ressource pour construire des sociétés démocratiques, ou si, au contraire, la malédiction de ce dilemme entre le djihadisme et la dictature est quelque chose dont il leur est impossible de sortir. Ça, c'est un grand point d'interrogation et je n'ai pas la prétention d'y répondre à l'instant, mais on va essayer aujourd'hui de trouver un certain nombre de pistes pour essayer de mettre en place cette réponse. Donc, Khomeini arrive le 1er février 1979 à Téhéran sur un vol d'Air France. La République islamique est mise en place et cette République islamique va apparaître très vite comme à la fois le rival par excellence de l'Arabie saoudite dans la région et aussi comme un pôle très violemment hostile aux États-Unis. Et cette hostilité se traduit par une montée des tensions très forte dans la région et un alignement des uns et des autres sur les différents antagonistes. Qui plus est, les équilibres internes à la région ou les lignes de faille qui traversent la région basculent quelques mois plus tard, puisque même le mois suivant, puisque en mars 1979 est signé sous les auspices du président américain Jimmy Carter la paix entre l'Égypte et Israël. Alors, pour les Américains, c'est l'illusion sans doute que désormais Israël vit en paix et que l'irritant israélo-arabe ne peut plus être en fonction. En fait, c'est simplement la guerre conventionnelle entre Israël et l'Égypte qui deviendra impossible, mais d'autres formes de belligérance vont toucher Israël, en particulier la belligérance avec les commandos palestiniens, avec le soulèvement de l'intifada, le soulèvement des Palestiniens de l'intérieur, plusieurs d'entre eux du reste, soulèvements successifs, et aussi avec la guerre d'usure menée par le Hezbollah, c'est-à-dire le parti chiite libanais,
contre Israël, un parti qui est très lié à l'Iran, voire instrumentalisé par celui-ci. Et on verra justement comment l'Iran, pour se prémunir, pour se protéger contre des attaques sur son territoire, utilise la menace de faire lancer par le Hezbollah et par d'autres groupes ensuite qui lui sont liés des missiles sur le territoire israélien pour s'assurer une sorte de garantie ou de protection, si vous voulez. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que la principale ligne d'affrontement dans la région, après la signature du traité de paix israélo-égyptien de mars 1979, va se déplacer depuis l'est de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique, que les Arabes préfèrent appeler le golfe arabique, et que par lâcheté, je vais appeler le golfe ce soir, étant entendu qu'il ne s'agit pas du golfe du Mexique. Et donc, c'est en effet à l'est que désormais vont se concentrer l'essentiel des appétits, des luttes pour l'hégémonie. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de l'islam. Cette année 1979, c'est l'année du 15e siècle de l'hégire, c'est-à-dire du calendrier musulman qui commence en octobre. Dans la croyance islamique, on veut que lors du premier de chaque siècle hégirien, il y ait ce qu'on appelle un rénovateur, en arabe un mujaddid de l'islam, qui arrive, qui surge de ces déviances du siècle passé, l'islam, et qui le remet dans la voie droite. Au début octobre donc 1979, lors de ce premier siècle, de ce début du XVe siècle pardon, de l'hégire, un groupe de jeunes ultra-radicaux qui se réclament des enseignements salafistes, c'est-à-dire ultra-rigoristes, diffusés par les oulémas, par les clercs religieux liés au pouvoir saoudien, mais qui estiment que le pouvoir saoudien ne va pas au bout de sa logique et est en fait inféodé aux États-Unis, que le pouvoir saoudien adore le billet vert plus que le livre vert et le baril plus que la Kaaba, prend d'assaut la grande mosquée de la Mecque. Et c'est bien sûr un traumatisme énorme parce qu'on ne doit pas normalement faire couler le sang dans la grande mosquée de la Mecque, et surtout les Saoudiens justifient de leur prétention à dominer le monde musulman en assurant qu'ils peuvent garantir la sécurité dans les lieux saints pour l'ensemble des musulmans du monde, leur permettre notamment d'effectuer le pèlerinage rituel qu'on appelle le Hajj, ou les petits pèlerinages, la Umrah, qui peuvent avoir lieu n'importe quand dans l'année, aux lieux saints. Or, ça n'est plus possible, bien sûr, et ça met en cause effectivement leur légitimité religieuse. D'autant plus qu'au bout de quelques semaines, c'est finalement un groupe de la gendarmerie nationale française qui arrive à réduire les insurgés. Alors, la gendarmerie française, à l'époque, n'est pas particulièrement musulmane. Les non-musulmans n'ont pas le droit d'entrer dans l'espace sacré de la Mecque. Alors, certains disent que les gendarmes ont fait semblant de prononcer la confession de foi, d'autres disent qu'ils ont piloté les opérations de l'extérieur. Je n'y étais pas, je ne connais pas la vérité, mais toujours est-il que le capitaine qui dirigeait l'opération s'appelait le capitaine Baril. Donc, vous voyez qu'il était parfaitement en phase avec notre chapitre d'aujourd'hui. Et néanmoins, c'est un traumatisme pour les Saoudiens. Il va falloir lever cet affront, relever le défi, et d'autant plus que, alors même que la prise d'otage n'est pas terminée, à Téhéran, des étudiants fidèles à Khomeini, qui s'intitulent « Les étudiants dans la ligne de l'imam », prennent en otage les diplomates de l'ambassade américaine, qui resteront otages pendant plus d'une année. Et donc, contrairement à tous les usages diplomatiques, même pendant la guerre froide, il y avait des ambassades soviétiques à Washington et américaines à Moscou. On s'espionnait, on
des filatures, on faisait des coups bas, etc. Mais les apparences étaient sauves, si vous voulez. Là, les apparences ne sont plus sauves. Et l'Iran utilise la terreur, des armes extra-conventionnelles, comme un outil pour mener sa guerre. Et ce traumatisme de la prise d'otage de la Mecque, pardon, de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran en octobre 1979, il n'est toujours pas apuré. La violence de la relation irano-américaine, le ressentiment très profond des États-Unis et jusqu'au, si vous voulez, aux propos virulents de l'actuel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump, contre l'Iran, sont aussi à remettre dans cette perspective. Vous voyez, c'est plus facile pour un pays comme la Suisse ou la France d'avoir des relations qui ont des hauts et des bas, mais qui sont relativement pacifiées avec l'Iran, parce qu'il n'y a pas eu cet immense traumatisme qui est celui de la prise d'otage. Et le phénomène donc met une pression terrible sur les États-Unis, qui avaient pensé commencer cette année-là par une immense victoire diplomatique, c'est-à-dire la paix entre Israël et l'Égypte sous l'égide de Carter, et qui finissent avec, qui continuent avec la révolution islamique, l'allié saoudien qui est en très mauvais état, la prise d'otages qui est catastrophique, et, si j'ose dire, cerise sur le gâteau, le jour de Noël, comme cadeau de Noël de Brejnev, le 25 décembre, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Et pourquoi l'envahissent-ils? Parce que l'Afghanistan était dirigé par un mouvement pro-communiste extrêmement radical, d'ailleurs qui trouvait un certain nombre de ses dirigeants dans les anciens élèves du lycée français de Kaboul, et qui a entrepris d'extirper la religion du pays, de proclamer l'athéisme, de dévoiler les femmes, d'instaurer le communisme, bon, un petit peu rapidement peut-être, et ça suscitant une très violente réaction des tribus et autres. Et Moscou, voyant en panique ce pouvoir lui échapper, effectue à Kaboul une sorte de coup de Prague du 21 août 1968. À part que la différence, c'est que les Occidentaux n'ont rien fait à Prague, comme ils n'avaient rien fait à Budapest en 1956, puisque les accords de Yalta avaient fixé qu'à l'ouest du rideau de fer, c'était l'OTAN, et à l'est, le pacte de Varsovie. Mais à Kaboul, on n'est pas dans ce cas de figure. Et donc, les Américains vont saisir cette opportunité pour essayer de rebondir. Et lors de ces dernières semaines de la présidence Carter, qui a été battue par Ronald Reagan, son conseiller national de la sécurité, Zbigniew Brzezinski, se dit, ça y est, on a l'occasion d'infliger à notre tour un Vietnam aux Russes. Et ce sera l'occasion de déclencher la première phase de ces 3 phases de djihad qui vont se dérouler au cours de cette période qui va d'une certaine manière de 1980 à 2017-18, pendant presque les 40 dernières années, donc à peu près, et dont le Daesh et ses conséquences sont l'aboutissement. Alors, comment ça se produit? Comment est-ce que le djihadisme devient une espèce de mouvement international avec d'innombrables ramifications? Alors, dans la demi-heure qui nous reste, je n'ai pas la prétention de vous en dresser un tableau complètement exhaustif, bien sûr, mais vous avez le livre pour vous y référer si vous le souhaitez connaître les détails. En Afghanistan, d'emblée, les États-Unis vont encourager des groupes islamiques à mener une résistance contre les athées soviétiques qui ont envahi la terre d'islam. C'est-à-dire
ils vont, au lieu d'envoyer eux-mêmes des soldats qui coûteraient très cher et qui pourraient créer un syndrome de type Vietnam, ils vont au contraire armer et équiper des combattants locaux qu'on appellera des mujahideen, ce qui veut dire en arabe des combattants du djihad, qui auront pour tâche de harceler les soldats soviétiques, que ce soit les tankistes, les fantassins, etc. Et ils vont aussi fournir à ces mujahideen des missiles sol-air qu'on appelle Stinger, qui, à l'époque, ont une capacité supérieure aux avions militaires russes, les Sukhoi, et empêcheront ceux-ci de prendre le ciel sous peine d'être abattus. Et ça, évidemment, ça sera quelque chose de très important. Donc, ce phénomène, qu'on va appeler le djihad en Afghanistan, est payé en grande partie par l'Arabie saoudite, les Émirats, Qatar, le Koweït, par les pétromonarchies, donc ils vont là utiliser leur immense richesse, et encadré par la CIA. Ils arment d'abord donc contre la présence soviétique des Afghans, eux-mêmes, qu'on appelle les Moudjahidines ou Moudjahidoun, et également vont être recrutés à travers le monde, et c'est là que le phénomène prend une ampleur toute particulière, des individus qui viendront d'Algérie, d'Égypte, du Pakistan, d'Arabie saoudite, et même des États-Unis ou des banlieues de l'islam européenne ou d'Algérie, pour prendre part à une sorte de brigades internationales du djihad. Et ceux-là, on va les appeler, avec un certain nombre de collègues, nous avons formé l'expression de djihadistes pour les distinguer des moudjahidines, qui sont les combattants locaux. Les mots veulent dire la même chose, mais on fabrique ce terme avec une racine latine ou grecque pour faire la différence et marquer la naissance d'un phénomène tout à fait nouveau. À la fois, le djihad va prendre une signification dans le vocabulaire international. Jusqu'alors, plus personne ne savait ce que ça voulait dire, sauf comme guerre sainte, comme combat sacré, sauf quelques érudits islamisants. Et désormais, ça sera quelque chose de d'autant plus important que la guerre menée contre l'armée rouge en Afghanistan par des moudjahidines et des djihadistes locaux au nom de la libération d'une terre d'islam usurpée par des athées soviétiques aura deux conséquences. La première, c'est qu'elle amènera la chute de l'URSS, donc la fin de la guerre froide, et ce sera à travers des prestataires de services, si j'ose dire, djihadistes et moudjahidines, que les États-Unis réussiront à se débarrasser pour un montant assez dérisoire, finalement, croyait-il au début, de leur ennemi soviétique, de finir la guerre froide, mais ce sera aussi l'occasion pour l'Arabie saoudite, croit-elle également, de reprendre la suprématie par rapport à l'Iran dans le conflit qui les occupe. Alors, avant d'arriver à la fin de cet épisode du djihad, on revient un petit peu sur l'Iran. La République islamique se développe un très fort prosélytisme, explique à qui veut l'entendre que dans la lutte pour le grand Satan américain, contre le grand Satan américain, on va d'abord passer par Riyad et détruire les laquais de l'impérialisme et de l'arrogance mondiale, comme ils appellent les États-Unis. Et cela, évidemment, suscite des réactions de panique dans les pétromonarchies qui sont faibles et qui vont susciter Saddam Hussein, donc dirigeant sunnite de l'Irak, à l'époque grand allié des Occidentaux, pour qu'il déclare la guerre à l'Iran. Et en septembre 1980, l'armée irakienne attaque l'Iran. Saddam est convaincu, d'abord parce qu'il dispose du soutien d'à peu près tout l'Occident, qu'il va pouvoir l'emporter,
D'autre part, parce que la révolution islamique a introduit un désordre absolu en Iran, et notamment les pilotes de chasse iraniens que le Shah avait formés à grands frais ont été généralement emprisonnés comme collaborateurs par la révolution islamique, et donc personne ne sait piloter les avions. Et c'est un peu comme, si vous voulez, lors de la Révolution française, l'armée des immigrés, l'armée de Coblentz, qui est convaincue que le désordre en France est tel qu'il est possible de réinvestir le pays. Et ce qui donnera Valmy et la création des armées révolutionnaires. Et toute chose égale par ailleurs, c'est un peu ce qui se passe en Iran, puisque alors que les factions islamistes et non islamistes se livrent à une guerre sans merci à l'intérieur du pays, l'invasion irakienne va créer une sorte d'unité nationale et que le groupe de Khomeini va utiliser à son profit pour contrôler le pays. Donc l'attaque de Saddam ne va pas briser l'Iran comme il l'espérait, mais au contraire permettre à Khomeini et à son clan de renforcer leur pouvoir. Et la guerre dure 8 ans, entre 1980 et 1988, donc elle est parallèle au djihad en Afghanistan. Elle se termine en 1988, c'est une espèce de guerre de 14-18, hein, c'est une guerre de tranchées particulièrement sanglante. Elle se termine à l'été 1988, lorsque l'ayatollah Khomeini accepte de signer l'armistice et, comme il le dit, boit le calice empoisonné, puisque notamment les Français, Jacques Chirac a prêté à l'Irak justement des super étendards des avions de l'aéronavale française qui ont la capacité d'infliger des dommages terribles aux villes iraniennes qui serait impossible de combler. Donc, on a l'impression, en 1988, que l'Irak a été obligé de céder à l'Iran, pardon, que l'Iran a été cédé à l'Irak, que l'Irak a dominé dans l'affrontement, même si l'Irak est exsangue aussi, comme l'Iran, mais en tout cas que dans les deux cas de pays qui sont très affligés, l'Iran n'a plus la capacité à se développer militairement, à menacer ses voisins, d'une part, et d'autre part, que les moudjahidines en Afghanistan, aidés par les Américains et avec les Saoudiens qui payent, vont l'emporter. En effet, ce djihad, c'est une opportunité de faire d'une pierre deux coups. D'une part, lutter contre l'URSS, ça c'est l'objectif numéro 1 des États-Unis, et d'autre part, rabattre le caquet de l'Iran, c'est l'objectif de l'Arabie saoudite, pour apparaître comme le champion des musulmans à travers le monde, dont un territoire a été envahi par les athées soviétiques. Le 15 février 1989, l'armée rouge quitte Kaboul. Et désormais, elle n'est plus qu'un tigre de papier. Et la déliquescence de l'URSS s'exprime par là. Ça va être la fin de la guerre froide. Alors bien sûr, c'est l'estocade finale. Hein. Ce qui a amené l'effondrement de l'URSS, c'est la course aux armements, c'est la suprématie du marché sur le plan, etc. Bien sûr, ça a pris... Mais c'est la fin, si vous voulez. C'est l'estocade finale. Elle est portée justement par les Stingers fournis par les Américains, mais tirés par des moudjahidines. Et quelque temps après, donc le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit et ça va être effectivement la fin du système soviétique. Mais je vois aux cheveux qui ont la même couleur que les miens dans cette salle, que beaucoup d'entre vous étaient nés à cette époque, avaient là encore une sorte de conscience, des sorties de leur lange. Je suis à peu près sûr qu'à peu près aucun d'entre vous ne se souvient de la date du 15 février 1989. Pourquoi ? Parce que tout le monde à l'époque a été complètement soufflé
par ce qui s'est produit la veille, le 14 février. Alors, quand je pose la question à mes étudiants, qui sont plus jeunes que nous généralement, ou étudiantes, ils ne savent pas non plus, rougissent, parce qu'ils ont peur d'avoir une mauvaise note, jusqu'à ce que l'un ou l'autre dise « Monsieur, c'était la Saint-Valentin ». Je dis « Oui, c'est vrai, ce n'est pas la bonne réponse ». La bonne réponse, c'est que c'est le jour où Khomeini a lancé la fatwa contre Salman Rushdie pour la publication des versets sataniques. Et ça a fait un effet absolument énorme dans le monde. C'était là aussi, alors depuis on est habitué, des fatwas, il y en a tous les jours maintenant pour tuer XY. J'étais moi-même condamné à mort 3 fois depuis 3 ans, donc on ne fait même plus attention, si vous voulez. Mais à l'époque, c'était un scandale ahurissant qu'un ayatollah obscur, enfin, il n'était pas si obscur que ça, mais depuis Téhéran, puisse condamner à mort un sujet de sa très gracieuse majesté sur le territoire britannique, fut-il nommé Salman Rushdie. De toute façon, il n'était pas chiite. Et donc, une fatwa, en principe, c'est-à-dire une décision politique prise par un religieux, elle ne s'applique que sur le territoire que contrôle un pouvoir religieux. Et d'une certaine manière, par ce geste, Khomeini considérait que le monde entier était sous sa domination, que les frontières traditionnelles entre monde de l'islam et monde non islamique disparaissaient. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, justement. Donc là encore, on a des gestes absolument fondateurs. Et Khomeini était pourtant au plus bas. Il n'avait pas réussi à remporter la guerre contre l'Irak, mais l'extrême habileté du régime de Téhéran, c'est finalement de gagner la guerre médiatique. De même que la prise d'otage avait été un acte à l'ambassade américaine qui avait bouleversé la perception qu'on avait de cela dans le monde, de même, la fatwa, en termes de marketing, si j'ose dire, c'est génial, ça a attiré l'attention. Et ça a surtout complètement obnubilé, au sens réel, c'est-à-dire caché par des nuages, l'événement du lendemain, qui était l'événement important en géopolitique, parce que ça va amener la disparition de l'URSS. Mais c'est la fatwa qui, du fait de la presse, du fait il n'y a pas encore les réseaux sociaux à l'époque, mais qui fascine tout le monde. Et d'une certaine façon, l'Arabie saoudite est frustrée des bénéfices médiatiques de sa victoire et les États-Unis sur l'URSS. Ça n'apparaîtra que plus tard. Donc, les Moudjahidines ont le sentiment qu'ils ont non seulement remporté la guerre qui a libéré l'Afghanistan, mais qu'ils ont été, au fond, ceux qui désormais comptent dans le monde. Et pour eux qui voient l'univers un peu à la manière qui s'inscrivent dans l'historiographie musulmane, ils se projettent dans ce qui était la conquête par le calife Omar, le deuxième successeur du prophète, en l'an 636 après Jésus-Christ, de l'empire sassanide, de l'empire perse, toujours la bataille de Ctésiphon. L'empire sassanide était l'une des 2 superpuissances du temps, un peu comme l'URSS aujourd'hui. Et après, l'islam s'est retourné contre l'autre superpuissance, c'est-à-dire Byzance. Il a fallu un peu de temps, ça s'est passé qu'en 1453, la chute de Constantinople. Mais dans leur représentation, aux djihadistes, et Ben Laden en sera l'expression, après, il faut qu'on se tourne vers l'autre superpuissance contemporaine, et ça sera ce qui répondra au 9-11, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Ce sera le 11-9, c'est-à-dire ce que les djihadistes appelleront la double razzia bénie contre New York et Washington. Mais, entre-temps, on n'en est pas encore là, parce qu'une fois Kaboul libéré des Soviétiques, les djihadistes retournent dans leur pays, notamment, alors je n'ai pas le temps de gloser beaucoup, en Égypte, en Algérie, s'efforcent de mettre en place des djihads pour faire tomber les régimes. C'est la guerre civile en Algérie, entre 92 et 97, entre 100 et 100 000 morts, mais qui est néanmoins finalement gagnée par les généraux, et qui font venir Abdelaziz Bouteflika, dont ils ont apparemment toujours besoin, pour proclamer la fin de la guerre civile. Et le problème, c'est, même chose en Égypte, selon les djihadistes, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi?
a soulevé les masses contre nous. Pourquoi on a gagné en Afghanistan et on a échoué en Algérie, en Égypte, en Tchétchénie, en Bosnie? Alors, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas les Stingers des Américains aussi, il ne faut pas oublier ça, mais ça, ils ne veulent pas l'admettre. Ils se disent c'est parce que les masses musulmanes n'ont pas voulu nous rejoindre. Elles ont eu peur. Elles ont eu peur parce qu'elles pensent que l'Occident est toujours plus puissant. Donc, il faut changer de stratégie. Ce djihad de proximité, ce djihad contre des dirigeants locaux, on va le transformer en une autre chose, une autre tactique, on va changer de stratégie plutôt, qui sera le djihad contre l'ennemi lointain. Et ça, c'est la deuxième phase du djihad, qui prend forme à partir de 1997 en conséquence des échecs en Algérie, en Égypte, en Bosnie et en Tchétchénie notamment, au Cachemire, et à laquelle cette phase, autant la première phase c'était l'Afghanistan qui avait été l'élément clé, saillant, la deuxième phase, ça sera Al-Qaïda, phase Al-Qaïda, Ben Laden et son mentor et successeur, Ayman al-Zawahiri, qui est un médecin égyptien. Alors, Zawahiri met en ligne probablement vers 1996 un texte qui explique que déjà il faut absolument apprendre de ses erreurs, il faut gagner la guerre médiatique, que sous-entendu c'est les Iraniens qui l'ont gagnée, maintenant c'est nous qui allons la gagner avec la fatwa qui a obnubilé le retrait soviétique de Kaboul. Et cette guerre médiatique, il faut la gagner en faisant un coup extraordinaire. Et ce coup, qui va être encore plus fort que la fatwa contre Khomeini, ce sera un acte terroriste qui fera entrer le monde de Hollywood dans le journal de 20 heures. C'était à une époque, il y a bien longtemps, où on regardait encore la télévision. Et l'autre jour, j'ai demandé à mes étudiants bien sélectionnés à Paris Sciences et Lettres, qui étaient un peu plus jeunes que nous, quand même une vingtaine d'années, 150, combien d'entre vous s'informent en regardant la télévision? Alors, madame, combien pensez-vous que tes mains se sont levées? 3. Tout le monde s'informe à travers les réseaux. Plus personne ne regarde la télé. Enfin, dans la jeunesse, nous, on la regarde encore un peu parce qu'on ne sait pas se servir de l'ordinateur ou des téléphones, mais les jeunes, eux, s'en foutent complètement. Et donc, à ce moment-là, on est encore complètement, on dépend du journal de 20 heures, enfin, ou de l'équivalent dans les autres pays. Et le 11 septembre, donc, 4 avions, dont un s'écrasera, entre 2 dans le World Trade Center, un dans le Pentagone, le troisième devait aller sur le Capitole, mais s'effondre à la suite de la révolte des passagers. Et ce phénomène a été préparé par les attaques contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya en 1998, l'assaut du bateau de guerre américain, le Cole, dans le port d'Aden en octobre 2000. L'objectif, c'est de montrer que l'Amérique n'est qu'un colosse au pied d'argile et qu'au fond, elle n'est pas si forte. Ce n'est pas tant le sentiment qu'on va pouvoir battre l'Amérique, mais qu'on va pouvoir la piéger et que surtout, il ne faut plus avoir peur. Et du reste, là, je suis en train de lire la thèse d'un de mes étudiants sur les mouvements djihadistes en France, qui rappelle comment le 11 septembre, dans la banlieue paupérisée du Mirail à Toulouse, avec beaucoup de salafistes, les frères Mera, qui étaient à l'époque d'honnêtes dealers de drogue, pas particulièrement islamistes, qui assuraient l'équilibre économique du quartier, descendent en hurlant « Vive Ben Laden, vive Ben Laden !» Et ça change beaucoup de représentations. Et donc le 11 septembre, que dans la littérature djihadiste on appelle la double razzia bénie, c'est le vocabulaire utilisé par exemple pour lutter contre Byzance, on fait des razzias, des razzias que ça tombe, est destiné à faire d'Al-Qaïda, d'une certaine manière, le maître d'un nouveau grand récit universel. Désormais, on parlera de guerre contre la terreur, etc. Le djihadisme devient le grand récit, si vous voulez. C'est un grand récit positif pour ses adeptes.
Et les autres vont mettre des grands récits négatifs face à cela. Et ça, c'est déjà une victoire immense. La capacité à utiliser l'imagerie, le langage pictural de Hollywood, puisque c'est les tours infernales, les tours qui s'effondrent, hein, c'est un film hollywoodien dans le 11 septembre, c'est quelque chose évidemment qui est extraordinaire comme coup médiatique. Du reste, ça occupera tous les écrans, ça prendra en otage tous les écrans de télé pendant des semaines et des semaines. Et si on peut dire que le XXe siècle s'achève le 9-11-1989 avec la chute du mur de Berlin, on peut peut-être aussi dire que le 21e commence avec le 11-9-2001, si vous voulez. Moi, entre les deux, ce sera un intervention. Et de ce fait, la situation devient de nouveau dramatique pour les États-Unis. Et d'une certaine façon, il faut bien voir que, tout à l'heure, je vous ai dit, au fond, ce n'était pas bien cher de détruire l'URSS. Ça leur a coûté environ 6 milliards de dollars à vue de nez entre 1979 et 1989. Les Saoudiens ont payé le reste. C'était, comme aurait dit le président Carter, qui était planteur de cacahuètes, c'était peanuts. Mais en fait, il y a un retour de manivelle. Comme on dit en anglais, the chicken came home to roost, ou bien the halal chicken came home to roost, et ça a été le 11 septembre. Le prix que les États-Unis ont payé pour la chute de l'URSS, c'est le 11 septembre, finalement. Et le résultat de tout ça, c'est que donc le président Bush fils prêche la guerre contre la terreur, qui donc vous voyez le grand récit, c'est Ben Laden, c'est Al-Qaïda. On est obligé de faire une guerre contre. C'est plus des valeurs positives, ce sont des valeurs négatives contre l'ennemi. Donc ça veut dire que l'ennemi a pris l'ascendant sur vous d'une certaine façon. Et qui se traduisent d'abord par une traque contre Al-Qaïda. Alors une traque en Afghanistan, où la plupart sont établis chez les talibans, mais qui finalement va rendre très difficile la survie d'Al-Qaïda comme organisation, même si les armées américaines sont faites à l'époque pour détruire l'URSS, pour détruire des villes, etc. Al-Qaïda n'a ni ville, ni tank, ni palais, etc. C'est un système ductile, mais néanmoins, des coups seront infligés et l'organisation va petit à petit se débander. Vous allez voir pourquoi. Par ailleurs, les États-Unis, qui ont noté que 15 des 19 pirates de l'air étaient de nationalité saoudienne, estiment que le pacte dont je vous ai parlé la dernière fois, l'autre pacte de la Saint-Valentin, celui qui avait été conclu entre Ibn Saoud et Roosevelt le 14 février 1945 sur le croiseur américain Quincy, et qui, au lendemain d'Yalta, avait permis aux États-Unis de contrôler les pétroles saoudiens, et Roosevelt et Ibn Saoud avaient échangé les mots éternels de la Saint-Valentin, c'est-à-dire amour et toujours, en d'autres termes, mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole, ce qui est un mariage comme un autre, finalement. Là, les Américains ont trouvé qu'il y avait, il y avait une raison de divorce. Le 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19, ça faisait beaucoup. On considérait que finalement, le système saoudien avait enfanté le monstre, même si c'est que ce n'était pas sa faute. Et du coup, on estimait que la chose à faire, c'était de se débarrasser du régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui avait certainement énormément de défauts, mais qui n'était pas vraiment le principal sponsor de Ben Laden. Parce que pour les États-Unis, la guerre contre la terreur, finalement, ce n'était pas tant de détruire Ben Laden lui-même que de changer la gouvernance en Irak, de mettre en Irak, à la place Saddam Hussein sunnite, des membres de la majorité chiite du pays, dont beaucoup étaient en exil aux États-Unis, certains étaient aussi en exil en France, comme l'actuel Premier ministre d'Irak, Adel Abdel Mahdi, surnommé l'Auvergnat, puisqu'il était en exil à Clermont-Ferrand pendant 20 ans. Il parle français avec un accent auvergnat, c'est pas très loin de l'accent suisse, probablement. Hein. Et donc,
les États-Unis montent, avec Tony Blair, une histoire d'armes de destruction massive qu'aurait possédé Saddam Hussein. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé, l'affaire a été, comme on dit en anglais britannique, sexed up. On l'a fait monter, si j'ose une traduction un peu plus prude. Et donc, c'est le pauvre Colin Powell qui ne s'en remet toujours pas, qui va à l'ONU, qui brandit un bout de tuyau en disant que c'est la preuve que Saddam dispose de missiles qui peuvent vitrifier Lugano en 15 secondes, et aussi Bellinzone, bien sûr. Et donc, ça fournit un prétexte. Tous les pays ne le suivent pas, notamment la France de Chirac et de Villepin s'y opposent, pour envahir l'Irak et chasser Saddam, il sera effectivement liquidé, et mettre à sa place un régime pro-chiite qu'ils espèrent pro-américain. Al-Qaïda voit cette opération, se précipite pour lancer en Irak une guérilla, pensant que l'Irak sera un nouveau Vietnam pour les Américains ou ce que l'Afghanistan a été pour l'URSS. D'accord ? Et alors effectivement, l'Amérique sera saignée, parce que là, ils envoient non pas des moudjahidines, mais ils envoient leurs propres soldats. Et moi, je me souviens, j'ai beaucoup aux États-Unis. Tous les jours, dans le New York Times, vous aviez aujourd'hui est mort le private machin, John something, 21 de Kansas City, le first lieutenant Lawrence ou Larry quelque chose du Wyoming. Donc c'était un death toll particulièrement frappant qui a pesé énormément sur la politique intérieure américaine. Mais finalement, ce n'est pas Al-Qaïda qui a gagné la guérilla, puisque ce pays à majorité sunnite a vu les sunnites, ce pays à majorité chiite, pas majorité chiite, a vu les groupes chiites soutenus par Téhéran, curieusement, principal ennemi de l'Amérique, chasser les guérillos sunnites et les vaincre. Mais l'intervention de l'Iran, d'une certaine manière, au secours des États-Unis, n'est intervenue qu'à partir du moment où les États-Unis étaient bien saignés, si vous voulez, et n'avaient plus d'autre objectif que de quitter le pays. Voyez, c'est ce qu'a fait le président Obama, justement. Et le paradoxe, c'est que l'opération américaine pour se débarrasser de Saddam Hussein, qui voulait mettre des chiites pro-américains en Irak pour faire de l'Irak le principal producteur de pétrole et punir les Saoudiens, a abouti à ce que l'Irak soit un pays dans lequel l'Iran a aujourd'hui une influence déterminante. Donc ça, c'est complètement, d'une certaine manière, c'est l'arroseur arrosé. Vous voyez, c'est de même que le 11 septembre était le prix à payer pour le peanuts du djihad en Afghanistan, le passage de l'Irak sous hégémonie en partie iranienne, c'est la punition du sextop du bout de tuyau de Colin Powell à l'ONU. Oui. Alors, donc là, cette deuxième phase du djihad, qui était lancée par Ben Laden, qui commence avant le 11 septembre, mais dont le 11 septembre est le clou, finalement aboutit à un échec du point de vue des djihadistes en Irak. Et parmi ceux des proches de Ben Laden qui fuient l'Afghanistan sous les bombes américaines, il y a un ingénieur syrien qui a été en partie formé en France. Donc ceux qui disent que la France ne forme plus les élites mondiales sont dans l'erreur. On en forme encore, ne croyez pas. Et donc qui va réfléchir, qui va tirer les leçons du 11 septembre et qui dit, bien sûr, c'était très spectaculaire, mais c'était de l'hubris, de la démesure de Ben Laden. La réalité, c'est qu'on n'a pas réussi à soulever les masses, ça n'a pas marché en Irak, et l'organisation est démantelée. Et il va passer à une troisième phase du djihadisme, une troisième phase qu'il décrit à sa manière d'ingénieur dans un traité en ligne de 2200 pages en arabe. Bon, je n'ai pas tout lu, j'ai traduit l'essentiel, mais pas les 2200 pages, parce que c'est très ennuyeux.
et qui explique qu'il faut changer de modèle, que le modèle Ben Laden, c'est un modèle pyramidal, un peu comme les modèles du terrorisme classique de l'URSS ou de la CIA contre les uns et les autres à l'époque du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Il faut passer du système organisationnel avec des gens qui donnent des ordres depuis Peshawar et qui payent des billets d'avion à des gens qui vont dans le World Trade Center, mais qui n'ont aucun lien avec les gens au sol. Il n'y a pas de grassroots, il n'y a pas de petits soldats de l'organisation. Il faut au contraire s'appuyer sur des mouvements, et notamment en Europe, puisqu'il a vécu 10 ans en Europe, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, notamment dans les enclaves salafistes européennes, où des enfants de travailleurs immigrés mécontents de leur sort, aliénés des sociétés occidentales, sont de plus en plus sensibles à cette propagande, pour que ceux-ci, il ne s'agit plus de faire des attentats spectaculaires comme le 11 septembre, mais une multiplication d'attentats qui se traduisent par l'exaspération des sociétés occidentales, des pogroms anti-musulmans qui feront que tous les musulmans se regrouperont sous la bannière des djihadistes, que ça amènera la guerre civile en Europe et l'effondrement de l'Europe avant l'Amérique. L'Amérique est loin, c'est l'ennemi lointain, mais elle est vraiment trop loin, alors que l'Europe est tout proche, qu'avec un charter à 50 €, on peut faire l'aller-retour pour le Maghreb. Et Souris donc prône des allers-retours avec les champs de bataille locaux. À l'époque, il pense principalement au Pakistan et à l'Afghanistan, mais avec les soulèvements arabes, justement, l'effondrement de l'ordre dans ces pays va permettre de faire des allers-retours, par exemple, avec la Tunisie, avec la Syrie, bien sûr, on en parlera la prochaine fois. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va complètement changer la donne. Donc, cette troisième phase du djihadisme, qui est une phase qui oppose le rhizome, si vous voulez, révolutionnaire à la dimension léniniste. C'est un peu Gilles Deleuze contre Lénine, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui va marquer notre époque. Et je me rappelle, en 2008, moi j'avais identifié ce texte assez tôt, je l'ai traduit dans un livre qui s'appelait Terreur et martyrs, qui a été l'un des plus retentissants échecs commerciaux de toutes mes publications, ça n'intéressait personne, nul n'est Cassandre dans son pays, probablement, ou prophète. Et j'avais discuté de cette théorie, donc de mettre en place un rhizome, de faire des mouvements parallèles entre des groupes qui ne visaient pas, qui n'étaient pas centralisés. Et j'avais discuté de ça un jour au Foreign Office avec des diplomates américains et des gens d'autres professions sans doute. Et l'un d'entre eux, qui avait un fort accent écossais, m'avait dit « It does not work ». Parce que, disait-il, si on n'a pas un terrorisme centralisé, les groupes vont se battre entre eux. Ça va faire un peu comme ceux d'entre vous qui ont encore une vague idée de la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait la bleuite dans la guerre d'Algérie. C'est l'armée française utilisait certains groupes du FLN contre les autres, ils se massacraient tous. Or, ce que cet Écossais n'avait pas vu, c'est que justement, la situation avait encore changé, si vous voulez. Parce qu'on n'est plus, je m'arrêterai avec ça, on n'est plus aujourd'hui dans l'ère de la télévision. Le texte de Souris est mis en ligne en janvier 2005. Ce texte qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale », qui donc vise à ce que des petits groupes se fédèrent et déclenchent ce dont je vous parlerai plus en détail la prochaine fois, qui aboutira à Daesh. Et or, il y a une troisième Saint-Valentin dans cette histoire. Donc, il y a celle de 1945, l'accord saoudo-américain, celle de la fatwa, et il y a la Saint-Valentin 2005. Alors, qu'est-ce qui se passe en Saint-Valentin 2005 ? Ça se passe chez nous, c'est-à-dire en Occident, plus précisément en Californie. C'est le jour où YouTube obtient sa licence d'exploitation. Et ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire qu'on ne va plus regarder la télé. On n'a plus besoin de faire des attentats pyramidaux, puisque ni de faire de la propagande islamiste avec la télé, c'est-à-dire que la télé, ça touche tout le monde, mais
le message se disperse. Imaginez que vous fassiez de la propagande pour les prothèses auditives à la télévision. Vous pouvez peut-être toucher les gens qui ont des problèmes d'ouïe, mais vous perdez 99,% des gens qui n'en ont pas. Alors que quand vous faites ce qu'on appelle du marketing ciblé, quand on surveille vos communications sur WhatsApp et autres, entre Google attrape tout et voit que vous n'achetez que tel type de parfum en ligne, on vous envoie la publicité pour ce parfum avec des discounts, etc. De même, les djihadistes vont mettre en place ces réseaux sociaux qui leur permettront d'identifier des individus qu'ils seront capables de recruter. Et ça, ça change complètement. Et ce djihadisme en réseau, ce djihadisme réticulaire qui est la troisième génération, peut fonctionner justement parce qu'il est également l'enfant des réseaux sociaux. Voyez, et ce sera la mise en ligne, par exemple, des monstruosités d'exécution de Daesh. On n'a plus besoin d'Al Jazeera, qui a quand même des comptes à rendre à l'État du Qatar, qui doit en rendre également à Washington, etc. Là, vous êtes vous-même le preneur d'otages, l'exécuteur, le caméraman et la personne qui met ça en ligne. Et personne ne sait qui vous êtes. Donc, ça crée un modèle djihadiste d'un type complètement différent. Donc voilà à peu près, et on verra lors de la prochaine séance de notre saga, comment justement les révolutions arabes, les soulèvements arabes de 2010-2011 adviennent au moment où le djihadisme est dans cette troisième phase. Et comment c'est cette troisième phase du djihadisme qui va être capable justement de récupérer, de s'immiscer dans un certain nombre de ces révolutions, notamment en Libye, en Syrie, mais aussi en partie en Tunisie pour un certain temps, et d'aboutir aux situations tragiques d'aujourd'hui, en particulier en Syrie et au Yémen. Voilà, donc j'ai essayé de ménager un effet de suspense pour que vous reveniez la prochaine fois. Je vous remercie de votre patience et du silence que je n'ose pas qualifier de religieux dans lequel vous m'avez écouté, et je vous donne rendez-vous pour la suite de ce feuilleton à notre prochaine séance. Merci beaucoup. Et comme Fédé vous l'a dit, si certaines ou certains d'entre vous souhaitent que je leur dédicace un livre, je le ferai bien volontiers.